Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir mon ami Claudio Alesi, voilà, alors, qui va nous... Si jamais Alesi. Alesi, depuis, alors ça fait depuis bientôt 40 ans que je t'appelle Alesi. Alors Alesi. Alors on y va. On y va. Allez-y. Donc voilà, il va nous partager un petit peu son expérience. Ce qui lui est arrivé. Voilà, donc déjà... Présente-toi déjà. Oui, donc, oui, bon, Claudio Alesi, écoutez, je suis issu du monde de l'événementiel et des arts martiaux et de plein d'autres choses qui font le quotidien de mes journées. Et voilà, le projet de Rémi est superbe, et si ça permet à d'autres d'aller chercher des ressources à la fois mentales et physiques, et surtout d'engagement, de se bouger un peu et de sortir de l'ombre intérieure, hein. C'est toujours très bien qu'on puisse délivrer des petits messages qui sont des petites choses mais qui sont importantes pour la vie au quotidien. Alors toi, ton parcours, déjà, qui tu es, Claudio, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors voilà, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issu du monde des arts martiaux. J'ai fait des études totalement normales, hein, scolaires, cycle, etc. Ensuite, les arts martiaux ont pris beaucoup de place chez moi, puisqu'à l'âge de 4 ans, j'ai commencé. Et j'ai baigné dans cette ambiance pratiquement toute ma vie, jalonné de périodes de compétition, de périodes de préparation d'autres choses. J'ai voyagé au travers les arts, j'ai composé l'art du libre combat en 1990, qui était une composante des 5 distances de combat. Déjà à l'époque, j'avais une vision un peu plus libérale de tout ça, voilà, et j'étais très inspiré par Bruce Lee, puisque si on voit le film Opération Dragon, oui, il nous donne une indication au début du film. Il est en short et les gants sont coupés. Il est déjà dans la démarche du MMA, avant même que tout explose comme ça dans tous les sens. Et ça m'avait vraiment interloqué le fait qu'il puisse être à la fois très fort en jambes, en projection, en sol. Il finit du reste avec une clé de bras. C'est d'ailleurs le premier qui a fait une clé de bras. Ouais, qu'on a vu, tiens, il fait aussi des clés de bras. Donc après, quand on voit le travail qu'il a fait, les écrits qu'il a laissés et toute sa démarche qui était le combat libre, en fait, dans sa liberté absolue, la liberté qui en fait n'existe pas, en fait, parce que la vraie liberté c'est le Ji-Yu, c'est la seule, c'est celle qui émane de soi-même, qui définit qu'on peut être totalement libre enfermé dans une prison ou totalement emprisonné au bord de sa piscine. C'est le Ji-Yu, et ça en fait on le retrouve dans Bruce. Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'art une merveille. Par contre, je pense qu'il a travaillé étape par étape pour pouvoir avoir ce cursus complet, oui, du combattant de la liberté, comme, oui, ça. Et à la fois dans la philosophie qu'il avait, dans la spiritualité qu'il avait, il était aussi très spirituel. Et tous ces messages ont germé chez le jeune homme que j'étais, puriste, karaté, boxe anglaise, judo, les choses vraiment traditionnelles, hein. Et avec toutes ces bases, ça m'a beaucoup aidé pour après composer la LC et rentrer dans quelque chose d'évasif, où tout ce qui était clivé était un petit peu enlevé, mais respecté. Et voilà, et ça a donné lieu à une très belle aventure humaine, qui après a bifurqué avec le Kyokushin Karaté, puisque j'ai refait des rencontres. Je suis revenu avec des gens très inspirés dans le Kyokushin au niveau européen et mondial, et ils m'ont embarqué dans leur train, et j'ai pu recréer toute une section de Kyokushin à Genève et en Suisse, et après développer aussi ce mouvement. Et voilà, donc je baigne dans ces arts martiaux. À ce sujet-là, samedi, oui, samedi il y a un événement, mais on vous mettra l'affiche et tout, à ne pas louper. Voilà. C'est une symbolique totale, puisque c'est les 160 ans de l'entente diplomatique entre la Suisse et le Japon. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire 160 randori, qui ne sont pas des comités, hein, c'est très souple. Donc explique aux gens qui sont un peu néophytes. Qu'est-ce qu'un randori? Un randori, c'est un échange, c'est un combat souple dans une discipline martiale. Donc là, on va la faire sous forme de randori kyoku, sans les frappes au visage, très cool.
ça doit être fait sans une haute intensité, c'est un partage de timing entre l'un et l'autre et d'étude du mouvement. Voilà. On n'est pas du tout dans le kumité, qui est quelque chose de kumité de beaucoup plus agressif, beaucoup plus... Ah, on a de la visite. Il y a de la visite, il y a du monde. C'est sympa, ça bouge. Ça bouge, on nettoie même les vides derrière. Exactement, il y a tout ce qu'il faut. Le kumité, c'est quelque chose qui veut dire combat. Donc kumité, je m'engage, voilà. Mais le randori, c'est ouvert à tout le monde. On a invité plein de disciplines à venir pour faire 160 randori d'environ 30 secondes. Ça veut dire 80 minutes d'effort. Et ensuite, là c'est particulier, on va partir sur 160 minutes de suburi. Alors suburi c'est quoi? On a tous vu les ken, le bokken qui est le samouraï qui avait son outil de travail pour parler vulgairement, et avec lequel il travaille toutes ces techniques avec ce bokken en bois qui est ce sabre en bois. Et là, il existe un mouvement répétitif, suburi, qui est un mouvement qui va du haut en bas, avec une respiration et un mouvement de déplacement de jambes avant-arrière. Et on va s'engager sur 160 minutes. Et là, c'est du costaud. Parce que pendant 160 minutes, ça veut dire 2h40, on a tout qui va passer à travers soi. On est dans l'effort, on est dans la concentration, on est dans le mouvement juste, on est dans le souffle, on est dans la respiration, on est dans la posture, on est dans l'étiquette, il y a tout qui passe. Et en fait, on n'oblige personne à aller au-delà des 160 minutes ou à aller pile poil là-dessus. Si après 15 minutes, c'est votre bout du bout, bah vous vous arrêtez. C'est ça un petit peu le partage qu'on veut faire passer. C'est une recherche un peu spirituelle. Aussi. Ouais. C'est une méditation active. Ouais. On n'est pas avec les yeux fermés en tailleur en train d'être complètement émergé dans soi-même. On est plus dans un mouvement qui va créer en soi quelque chose, une réaction à la fois physique, à la fois mentale, à la fois de réflexion. C'est comme quand on va courir. Oui. Quand on court, à un moment donné, on est dans une espèce de réflexion mentale. Oui, on est seul avec soi-même. Exact, il y a quelque chose qui se passe, il y a des voix intérieures qui arrivent, il y a des problèmes qu'on peut résoudre. Donc il y a tout ça dans le physique qui est lié à l'esprit. Donc c'est très intéressant. Oui, parce que, alors, pour expliquer un petit peu... pour les gens qui ne connaissent pas, dans notre génération, donc on a passé 50 ans, donc moi-même quand je faisais les arts martiaux et quand Claudio faisait les arts martiaux ici à Genève, on n'avait pas beaucoup de choix, c'était boxe anglaise, karaté, judo, il y avait je crois taekwondo qui commençait, oui, ça arrivait. Il y avait quelques disciplines, donc il y avait vraiment, on était très, on va dire... On était dans une voie. Absolument. Un peu moins que maintenant où les gens ils ont la chance de pouvoir toucher à tout. Et dans les enseignements passés, qui se perdent malheureusement aujourd'hui, pour moi, dans beaucoup de clubs, même moi en ayant fait de la boxe anglaise, toi aussi, moi ça m'arrivait d'arriver et puis de me taper 2 heures de jab, donc direct du gauche dans le sac, et en dehors de l'échauffement, c'est tout ce que je faisais. Et actuellement, malheureusement, dans les arts martiaux, il y a moins ce côté répétition pour arriver, comme tu as dit avec le suburi, c'est d'arriver à le geste parfait, c'est-à-dire que pour finir, il faut que pas seulement la tête comprenne le geste, mais que le corps intègre le geste et que ça devienne quelque chose de naturel. D'instinctif. C'est-à-dire que l'enseignement aux arts martiaux a beaucoup changé. À mon époque, quand on était petit, on allait au dojo et déjà, je me rappelle d'un truc qui a été révélateur. Vous ne pouvez pas boire pendant le cours. Oui. Pas interdit de boire. Maintenant, on fait ça. À notre époque, on a la plainte de 22 parents, à juste titre, qui vont venir dire « Ouais, mais mon enfant, il avait soif, vous ne l'avez pas laissé boire. » Vous avez raison. Donc, à quelque part, on a eu de la chance ou pas d'avoir un enseignement hyper rigoureux, en tout cas dans le karaté, puisque c'était des premières sections d'enfants, la première volée que je faisais partie avec mes collègues de l'époque. Et en fait, c'était pas boire, c'était surtout pas parler. Enfin, il y avait vraiment une rigueur comme là-bas. Donc ça s'est perdu, bien sûr, parce que l'évolution du sport a fait que il faut boire pendant l'effort pour éviter plein de choses, pour éviter les fractures de ligaments, pour éviter d'avoir des reins qui soient abîmés, pour éviter le manque de flux énergétique. Bref, donc c'est très important de boire maintenant, surtout pour les enfants. Donc toutes ces réflexions ont fait que l'évolution et l'enseignement des arts martiaux de l'époque a forgé un état d'esprit extrêmement fort, et je l'ai pu le voir dans mon épisode Covid, justement, pour lequel on se voit
un petit peu ce matin, où j'ai été confronté à ne pas boire. Oui. À ne pas boire. Et j'avais cette habitude ancrée en moi, et je savais que cette gestion allait être possible. Oui. Parce que je l'avais vécu dans les hautes intensités d'entraînement, où pendant 2-3 heures, et pas une goutte d'eau. Donc, alors, la haute intensité qu'on subit couché sans oxygène, elle est supérieure au possible à quelques frappes dans le sac qu'on puisse faire. Il n'y a même pas de description possible. On n'a plus d'oxygène, on peut même pas lever le bras, on est essoufflé, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas être couché. On ne peut rien faire. Ouais, donc d'ailleurs, voilà, on va expliquer au fait qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors explique-nous, voilà. Voilà, je t'explique déjà, je voulais juste faire une aparté, oui. C'est que quand j'ai vu ce qui t'était arrivé, oui. J'étais très touché aussi, parce que bien sûr, on est les deux issus des sports de combat ou des arts martiaux, puisque c'est deux choses bien différentes. Et je savais au fond de moi que tu allais sortir grandi de cela, et ton projet en est la preuve. Merci. Donc déjà, je te dis bravo. Merci. Bravo. Venant de toi, ça me touche Non, beaucoup. vraiment. Et j'étais très à l'écoute de ce qui se passait les jours qui ont suivi tes opérations, pour être en soutien, en tout cas mental et spirituel. Ouais. Que tu saches. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est assez simple. Vacances après 2 ans de pandémie. Donc, c'était en 2021. 2021. Donc, tu vas en vacances à Bali. On s'est dit, non, c'était aux Maldives. C'est-à-dire, on a vu, alors aller en été aux Maldives, c'est pas top. Non. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 année et demie de Covid, dans mon métier, l'événementiel, tout était gelé. Oui. C'était compliqué. Avec l'association, je faisais des petites choses pour pas non plus laisser tomber toutes ces personnes en situation de handicap sans activité. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu as une association qui est Nos Différences. Nos Différences, oui. Qui aide donc les personnes en handicap. En situation de handicap. On va en parler un petit peu à la fin. Voilà. Et donc il y avait des petites choses. Et il arrive une offre, comme ces milliers d'offres qui arrivent. Et ma femme me dit, t'as vu, au mois de juillet, il y a une offre pour les Maldives. On n'a jamais été là-bas. On pourrait peut-être... J'ai dit, au mois de juillet, aux Maldives, il y a les ouragans. En fait, pas du tout. Il y avait pire, il y avait le Covid. Voilà, bon, si j'avais su. Et en fait, voilà, on dit, OK, on part. Et l'offre était vraiment exceptionnelle. Donc on dit, on fait un mois là-bas, au milieu de rien. Et quand je rentrerai, j'aurai Alors, il faudra que j'enchaîne sur les automnales qui avaient été annulées l'année d'avant, mais qui avaient été validées pour l'année 2021. Donc voilà, ça reprenait vie. Tout reprenait vie. On arrive là-bas, j'arrive en pleine forme, vraiment. J'étais en très bonne forme, puisque je venais de finir un 42 km, un marathon, donc j'étais au top. Et on commence les vacances. À 3 semaines des vacances, à 1 semaine avant d'entrer, j'ai mon plus grand, William, qui tombe malade. Donc ton fils, ouais. Mon fils, sur une île déserte, tombe malade. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il a? Bon, peut-être c'est la clim. Allez. Et on va voir. 2 jours après, je me dis, ouais, mais ça passe pas, puis il est quand même un peu pris. Ce qu'il faut expliquer que tu étais sur une île où il n'y avait personne. Personne. Je dirais, à part les gens de l'île qui travaillent, du resort, et puis des gens qui livraient quand même la nourriture. Donc il y a du va-et-vient, mais c'est pas non plus euphorique. Et c'était très calme, très serein. Plongée le matin, tranquille, fitness l'après-midi, footing sur le sable. Enfin, c'était vraiment une remise en état. Pour la suite. Et voilà que j'avais des tests, puisqu'à l'époque, il était interdit. Il y avait ces fameux 14 jours de quarantaine suivant où on se trouvait. Donc, si on devait être testé avant de partir, et testé avant de revenir. Oui. Donc, on était à 4 jours du départ. Donc, j'ai dit, il faut que je le teste. Parce que s'il a le Covid, on ne peut pas partir à Genève. Donc, je dois tout annuler, reprendre des nouveaux billets et remettre tout ça en route. On fait le test, effectivement, il a le Covid. Donc je dis, OK, il a le Covid. Le petit suit tout de suite derrière et ma femme suit tout de suite derrière. Je me retrouve isolé dans une chambre ailleurs, parce que le resort m'a dit, vous l'avez pas, donc vous, on est obligé de vous isoler, c'est la loi, ici. Par contre, et puis je dis, écoutez, je vais pas m'isoler. Il dit, oui, vous devez vous isoler. OK. Ils m'ont mis dans une autre chambre, 2 jours après, boum, j'ai le Covid. Donc je reviens avec ma famille. Voilà, on est tous Covidés. Et alors, pour les 2 garçons, ça se passe super bien.
quelques petits rhumes et éternuements, voilà, tout va bien. Pour Claudia, ma femme, ça va moyen, mais ça va bien. Elle gère, elle se remet, c'est pas mal. Il y a 2-3 alertes, on n'est pas bien, elle est vraiment pas bien, mais elle passe le cap. Et moi, directement, 2 jours après, je suis pas bien du tout. J'ai déjà des gros problèmes. Donc toi, tu as vite descendu? Direct. J'ai le monsieur qui venait nous prendre la saturation pour voir le taux d'oxygène que vous avez dans le sang, qui est un indicateur hyper important au niveau pulmonaire. Et il me dit, ouais, c'est bas. C'est bas. Bon, alors c'est bas. J'avais jamais eu une saturation à 94. Vous devez varier entre 96 et 99, quoi. Et 100. Alors 100, c'est l'exception, mais voilà. Et 94. Donc je me dis, ouais, alors j'appelle mon médecin et là se met en route un processus de prendre ci, faire ça, faire ce lit. Bien sûr, entre-temps, les démarches administratives sont faites pour partir plus tard. Oui. Donc tout ça, ça se met en route. Et le TCS me dit, écoutez, puis s'il y a d'autres complications, n'hésitez pas à nous avertir vite. Pour pouvoir rapatrier. Pour pouvoir faire quelque chose, au cas où. Bon, 3 jours après, le verdict tombe, je suis à 91 de saturation, ça devient catastrophique. C'est-à-dire que je peux à peine me lever du lit et marcher. Et tout, ouais. Il n'y a plus de fonctionnalité. Ça ne répond pas, quoi. C'est mauvais, très mauvais. Et c'est vraiment... Alors là, ils décident de m'amener dans un premier, on va dire, hôpital, mais c'est des petits dispensaires. À 3 heures de bateau de là où il y avait ma famille. Donc on me prend sur une barque, hop, on m'emmène, j'arrive là-bas, une bonbonne d'oxygène, tout de suite sous oxygène, et on attend les démarches administratives pour me rapatrier. Parce qu'on comprend vite que ça se dégrade vite. Oui, tu as un état un peu critique. Et ça commence à être critique déjà là. Et eux, ils n'ont pas les infrastructures. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc il va falloir agir. Donc là, se met en route une course contre la montre. Une course contre la montre. Réga, TCS ensemble, c'est là où je me dis, la Réga quand même, et le TCS, quelle merveille quand on est à l'étranger, parce que franchement, je ne serais pas devant toi en train de te parler. Ouais. Et voilà que se met en route un processus très compliqué avec les autorités sur place qui n'autorisent pas mon rapatriement, parce que je n'ai pas mes 14 jours de quarantaine. Et là se met en route toute une série de personnes, jusqu'au ministre des Affaires étrangères italienne au Sri Lanka, l'ambassadeur qui a dû intervenir, puisque je suis encore avec le passeport italien et né à Genève, mais la Suisse ne pouvait pas faire grand-chose sur le plan autoritaire, vu que mon passeport est italien et Malais ne reconnaissait pas quoi que ce soit de la Suisse. Donc on a dû intervenir par ce biais-là. Et ça, c'est tout. Et un immense merci à ma femme qui, depuis sa chambre d'hôtel, gérait toute cette partie. En étant malade. En étant malade. Donc c'était un peu waouh. Et avec un petit coup de main du responsable du resort, on arrive après 5 jours à me faire changer d'endroit, c'est-à-dire à m'amener à l'hôpital de Malé, capitale des Maldives, où il faut encore faire 3 heures de bateau avec une tempête que je te dis même pas, puisqu'ils avaient prévu en avion, mais ils ne pouvaient pas voler avec ce temps. Donc ils ont mis 2 gars incroyables qui ont piloté ce bateau, fabuleux. Et ils m'ont amené à bon port dans un état catastrophique. Je ne veux pas donner les détails du déplacement, parce que là j'étais vraiment en sous-oxygène total, et au bout, quoi, au bout. Et arrivé à Malais, j'ai eu encore 2 jours de patience, où j'ai eu le résultat où ils avaient réussi à casser cette barrière des 14 jours pour venir me chercher. Pour venir te rapatrier. Parce que mon processus vital était engagé très sérieusement, et ils ne savaient même pas s'ils pouvaient me faire monter dans l'avion de la Réga sans m'intuber à la base. Ils s'interrogeaient. D'accord. Ouais. Voilà. Donc on en était à... C'était une question d'heure, quoi. Ouais, d'heure. Et là, ce côté justement, pas boire à l'entraînement, aller chercher des ressources. C'est limite. Cette résilience où on se dit, voilà, il faut, ou il faut pas, mais en fait, vous contrôlez plus rien, mais à quelque part, il y a autre chose qui contrôle pour vous. Oui. Tu vois, tu l'as vécu. Oui, j'ai vécu. Oui. C'est un état d'esprit, c'est la construction de toutes ces années qui ont pris un sens réel. Et j'ai dit, bon,
Voilà. Et quand la Rega est venue, c'est comme ça, c'est toi qui me l'as dit. Pour moi, tu m'as dit, toutes ces années d'entraînement, en fait, toutes ces années d'entraînement qu'on a fait, c'est comme si on les avait faites pour ça. En fait, moi, j'ai toujours cru m'entraîner pour combattre, pour plein de choses. Et au fait, non. Le vrai combat, il est là. Le vrai combat, c'était ça. Et moi, ça m'a, comme toi, toutes ces années m'ont vraiment aidé. Moi, ils m'ont dit, parce que moi aussi, je suis parti pour l'opération, d'un coup, je suis revenu, ils m'ont dit, sans ma condition physique et mon hygiène de vie, je ne serais pas là. Je pense que toi, pareil. Ah oui. Et voilà, donc ouais. Non, on a eu peut-être grâce à cette rigueur un petit surplus par rapport à quelqu'un qui avait malheureusement pas eu la chance de faire toutes ces démarches pour lui-même depuis tout petit, les arts martiaux, tout ça. Et comme on était très rigoureux, peut-être que tout ça a payé enfin. Mais quand vous avez la Rega qui débarque avec les sacs et où il y a plus d'oxygène dans leur sac à dos que dans tout l'hôpital réuni, vous vous dites, mon Dieu. Là, vous dites, on a quand même un peu la chance d'être dans un pays incroyable, avec des structures médicales et des infrastructures et des gens. Parce que alors, la compétence, ça va, mais ça va de l'infirmier au médecin, au professeur. C'était une team incroyable. Et je dois quand même tirer mon chapeau aux infirmiers, aux médecins à Malais et là-bas qui se battent avec ce qu'ils ont, mais qui se battent magnifiquement bien. Ils ont une bienveillance et ils ont une gestion incroyable. Donc bravo à tout ce corps médical. Et ensuite, c'est le départ dans l'avion de la Rega, où là, pour la première fois, on me donne un petit truc à manger. Après 14 heures de rien, en fait. Je pense que tu as perdu beaucoup de poids aussi. Beaucoup de poids, oui, comme toi, tu le sais. Hein. J'ai décompensé de 14 kilos. En tout, tu as perdu... 14 ou 16, je ne sais plus maintenant, en tout. Mais rapide, quoi. Très rapide. En fait, on a une phase... Moi, j'ai eu une phase... pendant une semaine où je tenais mon poids. Puis tout d'un coup, on dégringole de 4-5 kilos par jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, comme tu peux pas manger parce qu'ils savent pas s'ils vont t'intuber, pas t'intuber, etc. Voilà. Et donc, j'arrive au cantonal. Le voyage se passe très bien. Le médecin, l'infirmier, les 2 pilotes. On s'arrête sur une base aérienne dans le désert pour faire le plein de l'avion. L'avion est magnifique. Je suis dans une bulle en plexi. Pas du tout possible donc à part avec tu sais ces gants que tu mets comme dans les labos. En fait, l'avion était que pour toi et ta famille. Non, il n'y avait pas ma famille. Que toi. Interdit. Donc ta famille était encore toujours. Ils attendaient leurs 14 jours. Non, mais c'est un calvaire. Ça, c'est pour ta femme, ça doit être. C'est terrible parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital cantonal, je suis arrivé dans un état. Ils m'ont fait le scanner des poumons. Ils ont dit OK, 75% des poumons sont atteints, ça va pas aller, il faut tout de suite en soins intensifs. Et donc je suis allé aux soins intensifs, ils m'ont suppléé en oxygène vraiment costaud. Et ensuite, 2 jours après, j'ai pu retourner en chambre normale. Et le lendemain, de nouveau aux soins intensifs. Enfin, j'ai fait 3 allers-retours, dont le dernier méchant, puisque j'ai fait double embolie pulmonaire. Donc c'est parti dans les poumons. C'était la phase critique du Covid au 11-12e jour. Là, ça a explosé. Et là, tu ne sais pas si tu y restes ou pas. Là, tu es un peu sous l'attente de ce qui se passe, quoi. Et donc, ma femme arrivait à ce moment-là. Parce que ce qu'il faut dire, pour moi, ce que j'ai trouvé vraiment très dur pour beaucoup de personnes qui ont eu un gros Covid ou malheureusement qui sont décédées, ou du Covid ou plein de choses dans cette période, c'est de pas avoir sa famille autour, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas pu avoir sa famille, où ils savaient que c'était fini pour eux, ils leur donnaient les tablettes pour regarder, et je pense que mourir seul sans ses proches, autant pour soi c'est dur, mais pour les proches ça doit être horrible, et ça franchement, non, c'est pas facile. Tous les gens qui ont vécu ça, vraiment dur. Donc toi, là, vraiment, tu étais à l'étape ultime, on va dire, du Covid. Ouais, l'étape ultime. Et là, dans la tête, ça se passe comment ? Ça se passe qu'on vient, on te dit... Le moral était toujours là ? Le moral était là, et je me battais avec le saturomètre. Ça, ils n'ont jamais compris, mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on est des combattants. Et si on a un adversaire, on focalise, et il y a un timing avec. Donc moi, j'ai eu un torticolis, tellement j'avais ma tête tournée sur l'écran, tout le temps. Parce que
quand ça descendait, je repositionnais mon corps de sorte à retrouver en espèce de 95-96 d'oxygène, sous oxygène. Hein. Ouais. Donc c'était compliqué. Et quand je voyais que ça descendait au-dessous de 90, sous oxygène, je commençais à regérer, pour aller chercher les millimètres. C'était une gestion qui a duré un mois, où on n'a pas eu besoin de m'intuber pour finir. Parce grâce que à ça. Je pense que j'étais tellement dans le fight que ça a donné un coup de boost. Maintenant, s'ils n'avaient pas eu le choix, ils l'auraient fait. Mais voilà, en tout cas, ça s'est passé comme ça, ce qui m'a permis d'accueillir ma famille, mes enfants, de voir un peu les proches. Et là, ils ont pu venir à ton contact. Ils ont pu venir à mon contact en scaphandrier, hein, aux soins intensifs, où malheureusement, il y avait toute la salle où tout le monde dormait. Donc j'étais le seul éveillé. Et j'avais un contact très bon avec les infirmiers et autres. Et ensuite, quand la zone rouge est finie, j'ai pu monter en chambre intermédiaire pour après me retrouver en chambre normale avant d'aller en chambre de réhabilitation un mois à la Tour. Donc vraiment, ça a été... Donc tu as fait un mois de Cantonal, c'est ça? Oui, un tout petit peu plus, et un mois complet à la Tour. Un mois. Et là, donc au Cantonal, tu étais en couché la plupart du temps? Oui, je ne pouvais rien faire. Te lever, ouais. Quand je marchais, il devait y avoir le maximum d'oxy pour rien que me mettre debout. Ouais, pour les poumons. Mais tu te dis, en fait, le truc, c'est que tu te dis, est-ce que je redeviendrai normal? Oui. Toi, tu te poses la question quand même. Est-ce que normal veut dire, est-ce que je pourrais de nouveau respirer sans tout ça? Oui. Parce que ça t'interroge. Tu te dis, mais c'est quoi cet état? Et en fait, peu à peu, tu te dis, oui, pas de souci. Alors bien sûr, il y a les séquelles. Parce qu'après, il y a le verdict. À la Tour, pneumologue me dit, bon voilà, vous avez des fibroses en bas des poumons, donc c'est foutu, c'est des cicatrices. Voilà, c'est pas la maladie de la fibrose, c'est une séquelle due au Covid. Ça veut dire que l'échange gazeux, à ce niveau-là, ça va être compliqué. Donc là, à ce moment-là, tu apprends que tu perds combien de pourcentage de... J'étais pas top, là, parce que il y avait quand même un bon pourcent en moins, 25. De capacité pulmonaire. Ouais, alors on était vraiment sur l'interrogation et pas de recul. Ouais. Et j'ai dit, écoutez, je vais sortir avec un protocole sportif, nutritionnel. Je sais, puisque c'est un peu notre métier, et je vais voir, on verra. Et tout de suite, le lendemain de mon arrivée à la maison, le 4 octobre, le 5 octobre, je commençais à aller en rampant même, mais j'allais à la salle. Ouais, faire de la marche sur le tapis. Ça, t'as pas pu faire à la Tour. Si, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé à faire un peu de tapis. J'ai commencé avec un masque, à marcher à la Tour, muscule, mais l'ombre de moi-même. Oui. Mais on fait quand même. Tu sais comment c'est. On y va. On essaie de redémarrer la machine. On démarre la machine, arrêt sur image, on reprend le ralenti pour aller en vitesse normale et peut-être une vitesse supérieure, on va voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis astreint vraiment à une nutrition ultra cadrée, avec des rencontres diverses et variées de personnalités incroyables qui m'ont beaucoup aidé. Et tout ça a fait que je gagnais vraiment du temps et du pourcentage de capacité pulmonaire pour arriver maintenant à, peut-être en 95-96% de capacité. Ce qui me manque, c'est peut-être quand je suis en altitude. C'est pas encore ça. Dans le sens, comme on est tellement maniaque, c'est pas encore ça dans par rapport à ce que j'étais. Mais là, j'ai 60 ans. Tu te dis, bon, il faut quand même un peu comprendre qu'il y a l'âge aussi. Donc, si tu parce que tu n'as pas dit ton âge, c'est important. Oui, non, j'ai 60 ans cette année. Donc, j'ai les anniversaires, bientôt. Ça sera bientôt. Et voilà. Donc, mais moi, ça faisait, excuse-moi de te couper, ça fait une année qu'on ne s'est pas vu. Une année, ouais. Une année avec mes problèmes la dernière fois. Et je te trouve vraiment beaucoup mieux. Oui. Je te vois chaque année vraiment mieux parce que moi, je t'ai vu à la sortie de l'hôpital. C'était chaud. Hein. Ouais, c'était chaud. Et si tu veux, ce qui est bien, c'est qu'on a ce côté sportif et martial et tout ça qui fait qu'on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas aller. Et c'est un peu le message d'avant. C'est peut-être tout ça pour ça. Oui. Et en fait, la petite particularité, c'est qu'il y a aussi une partie très spirituelle dans tout ça. Oui. Il y a des promesses que j'ai faites à Padre Pio, que j'ai tenues. Oui. Hein. D'ailleurs, il y a un très beau reportage. Tu as été témoin. Oui. Et il y a autre chose, c'est qu'en sortant de là, je me suis dit, si je m'en sors, je ferai quelque chose pour les gens qui ont eu ce Covid. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment
pour moi, c'est une importance capitale d'avoir fait SOS post-Covid réhabilitation. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une antenne de l'association Nos Différences. Puisque quand on a un Covid grave, sévère ou alors un Covid long, on a une forme de handicap vital. Bien sûr. C'est compliqué. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est compliqué. Il y a des gens au quotidien, ils vivent un essoufflement pour en rien, un manque d'envie pour en rien, parce que l'oxygène, c'est ça, c'est la vie. Hein. Et à quelque part, on a accueilli plein de gens avec cette plateforme, gratuitement bien sûr, parce que je me suis dit, j'ai bénéficié de gens autour de moi avec une connaissance et une bienveillance exceptionnelle. J'aimerais que d'autres en profitent. Oui. Alors, dans un premier lieu, ça a été de parler à tous ces thérapeutes, leur dire, est-ce que vous seriez d'accord d'accueillir gratuitement, en tout cas au début, des gens qui ont besoin de vous? Et ils ont tous dit bien sûr. Donc on a trouvé une belle énergie entre les uns et les autres, que ce soit en ostéopathie, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, en tout ce qu'on a besoin pour avancer, et en sport. On a travaillé beaucoup le beken, le fameux Suburi. Pourquoi? Parce qu'on ouvre les bras et on les redescend, donc on a une inspiration, une expiration, avec un objet qui prolonge le mouvement, donc qui fait une vision spirituelle plus loin que sa propre vision intérieure. Donc ça, après, on rentre dans des démarches à la limite du mystique, mais qui sont très intéressantes. Donc actuellement, si par exemple il y a des personnes qui ont encore des séquelles du Covid, ils peuvent donc contacter ton association. Par le biais du site. Ils nous écrivent. À la fin, je vous mettrai toutes les coordonnées. Voilà, ils vont sur le site, ils nous font un petit mot, et nous derrière, on les invite à nos activités sportives diverses et variées. Oui. Déjà, elles prennent part à une marche, oui, avec plein de gens en situation de handicap et pas. Et avec ça, on a déjà un côté où les gens se rendent compte que ils ne sont pas tout seuls. Ils ont un soutien, et du coup, inversement, ils se prennent à soutenir eux des personnes en situation de handicap, qui sont en fauteuil, qui ont besoin d'être poussées. Et tout ça crée une synergie extraordinaire pour la santé mentale. Rien que pour la santé mentale. On sait que mentalement, des gens ont vraiment eu des gros problèmes. Oui, parce que nous, on a cette chance d'avoir ce côté martial, et puis aussi d'avoir pris... de ne pas se laisser tomber, quoi. Tout à fait. De vouloir se battre et tout. Après, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ont un peu moins de force, ils se laissent descendre, et le mental, ça joue énormément. Et je pense que... Et en plus, qu'est-ce qui est difficile, c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos, c'est que toutes ces maladies, toutes ces choses, les gens, on les vit tout seuls. C'est dur d'avoir des gens qui nous soutiennent, et parce qu'assez vite, l'entourage, si on n'a pas un entourage très fort, ils nous laissent tomber, les amis, tout ça. L'entourage est capital. L'entourage est capital. Alors nous, on a la chance d'être bien entourés. Il y a des gens qui ont un petit peu moins de chance, qui malheureusement n'ont pas de famille, peu d'amis. Tout à fait, très compliqué. Et pour eux, ils se retrouvent, c'est une descente aux enfers. Parce que c'est difficile d'accepter, comme tu l'as dit, même si nous on est exigeants, après même des gens qui sont moins exigeants, d'accepter tout d'un coup d'avoir une baisse, de se sentir amoindri. Tout à fait. Physiquement, etc. Et au quotidien, c'est dur à vivre. Je pense que toi, ça fait maintenant 2 ans que tu te bats pour revenir. Moi, je suis encore en phase, je n'ai pas pu encore recommencer l'activité sportive et tout. Et même en étant positif, il y a des moments où tout d'un coup, peut-être un geste simple de la vie est pénible. C'est vrai. Ou quelque chose de facile va fatiguer ou comme ça. Et tout d'un coup, se sentir rabaissé, c'est vraiment difficile. Et justement, de se sentir utile pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est très intéressant, c'est galvanisant. En fait, il y a le côté artiste dans tout ça. On peut prendre l'exemple de l'artiste qui prépare son concert à la Scala de Milan durant toute sa vie, et il doit y aller à cette Scala de Milan avec sa guitare. Donc il est devant le public, il joue, et tout d'un coup, paf, la dernière corde, elle casse. Donc il va avoir un coup de panique, alors il va se lever, il va partir en courant, ou alors il va avoir l'expérience de vie qui va lui dire, ok, j'ai une corde en moins, ça veut dire 10 notes en moins. Par contre, j'ai de l'espace en plus pour faire autrement. Ma partition. Et j'ai un public qui est là pour me soutenir. Exactement. Donc, du coup, la chose qu'on lui a enlevée devient, oui, un moins, mais peut être un plus. Bien sûr. Prise différemment. Donc, c'est toute la métaphore de l'esprit faible, l'esprit moyen et l'esprit fort. J'aime bien dire souvent, en esprit faible, une situation devient compliquée.
En esprit moyen, une situation devient un défi. Je défie, cette année j'ai un gros défi. C'est pas suffisant. En esprit fort, une situation devient une opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es plus dans le défi, tu es dans l'opportunité. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qu'il faut cultiver au jour le jour. Alors on ne devient pas avec un esprit fort, avec un coup de baguette magique. Ça se construit. Et c'est cette construction qu'on essaie d'apporter aux uns et aux autres avec ces échanges divers et variés, sur le plan même nutritionnel, sur le plan sportif, sur le plan de la vie tout court, sur le plan du fonctionnement vital. Ouais, et puis je pense que le plus important, c'est pas se comparer aux autres. Se oui, comparer à soi-même, malheureusement la société actuellement, elle te pousse à se comparer aux autres. Et ce qui rejoint un peu toi et tous les gens qui sont intervenus jusqu'à maintenant, c'est ce côté justement, le malheur qui m'est arrivé, il me sert à grandir dans la vie et à apporter quelque chose aux autres. Bien sûr, c'est très important. La confrontation et le rapport avec l'autre, on l'a vécu parce qu'on a fait de la compétition. Oui. Donc on était obligé de se comparer pour aller chercher un résultat. Oui. Dans notre jeunesse, tu regardais on n'avait pas encore la technologie de maintenant, donc on regardait des vidéos quand il y en avait, de combattants qu'on savait qu'on allait avoir au premier tour ou au deuxième tour d'une compétition. On disait, ah ouais, lui fait ça comme ça, mais moi je fais ça. Donc il y avait des comparaisons. Tout ça, ça existe, ça a existé. Oui. Ça fait partie de nous, la comparaison. Pour peut-être le progrès ou la régression. Et à quelque part, se retrouver avec des expériences de vie qu'on a eues, eh bien, tout devient plus clair. Ouais. Tout devient plus clair et tout devient plus vivant, en fait, à quelque part. Ok, on apprécie l'instant, le maintenant, le là. Là, ce qu'on vit là, maintenant, c'est appréciable. Vous qui écoutez... déjà de prendre l'initiative d'écouter, c'est une magnifique démarche, parce que vous êtes à la fois dans la démarche du respect de l'initiative de Rémi et dans la démarche peut-être personnelle pour vous, pour essayer d'écouter et pouvoir choisir entre les avis, parce que c'est ça le premier pas de la connaissance. Donc c'est avoir ce choix. Voilà. Ouais. On va mettre tous les liens Magnifique. De tes associations, Parfait. Si les gens ils ont besoin. Donc si vous avez un handicap, si vous voulez soutenir aussi l'association à Claudio qui fait un travail fantastique depuis des années, qui essaie vraiment de... Il y a une belle équipe. Il y a une très belle équipe. Et puis ils essayent vraiment nos différences, de permettre à des gens en handicap de pouvoir vivre leurs rêves. Tu sais que tu fais des voyages, etc. Plein de choses, ouais. Et ça c'est vraiment fantastique parce que chacun peut vivre ses rêves, les adapter par rapport à ses possibilités, mais on peut vivre ses rêves, il ne faut pas laisser tomber, il faut aller de l'avant. Et puis ce samedi, donc on va vous mettre... Oui, c'est ce samedi, c'est ce samedi. C'est à Plan-les-Ouates. À Plan-les-Ouates. Voilà, donc on va vous mettre aussi l'adresse. Allez-y par curiosité. Participez si vous voulez. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Voilà. Et on va mettre tous les liens pour vous inscrire, etc. En tout cas, je ne sais pas si tu veux dire encore un petit mot pour... Je voulais vous dire, pour ceux qui nous regardent, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très important. J'ai pu le constater, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, si on a un encadrement familial et amical autour de soi, c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance avec mes deux grandes filles qui venaient me voir tous les soirs à l'hôpital, aux soins intensifs et tout, leur voix, les petits massages aux pieds, alors que j'étais complètement... Mes deux garçons forts, ma femme, la présence des parents, de ma mère, de tout le monde, la famille. Le lien était exceptionnel. Et les amis qui entourent tout ça, et la famille qui soutiennent aussi la famille. C'était très important. À ce moment-là, ça crée une magnifique énergie. Donc ce que je vous souhaite, c'est d'être très bien entouré et d'avoir cette foi pour ceux qui traversent des problématiques de vie, que ce soit de santé ou de vie tout simplement professionnelle. On voit qu'il y a pas mal de chaos en ce moment au niveau professionnel, c'est pas simple pour tout le monde. Prenez le temps pour vous, allez marcher, respirez, faites-vous une balade dans les bois. On a des très belles régions ici, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et retrouvez-vous avec votre oxygène, avec votre souffle. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et très bonne continuation dans vos projets divers et variés. Donc, merci beaucoup Claudio. Merci à toi Rémi. Et à très bientôt. Merci à tout le monde.